Bonjour, je suis toujours ravie de vous retrouver sur Télésud pour partager avec vous ces moments enthousiastes de littérature. Mon invité du jour, il est d'origine martiniquaise, c'est un conseiller environnemental. Il était déjà venu nous voir la première fois pour parler de son premier roman qui s'appelle Secret de famille, Trempage créole, Secret de famille. Et là, il est venu nous voir. Alexandre Télim, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Moi donc, content de revenir. Alors, votre deuxième tome, c'est Derrière les masques, voilà, aux éditions Orphy, mais c'est toujours Trempage créole. Hein. Absolument, c'est le titre de la saga. La saga. Allez, sans plus tarder, commençons le face-à-face. Alexandre Télim, rappelez-nous tout d'abord aux téléspectateurs ce qu'est un trempage créole. Ah, le trempage, c'est une tradition martiniquaise. C'est un plat à la base, à l'époque, fait par les pêcheurs du Prêcheur. C'est une commune du nord de la Martinique. Donc, ils étalaient sur des feuilles de bananier du pain mouillé mietté. Qui faisait une petite texture comme un peu de l'igname, sur laquelle ils étalaient une préparation à base de poissons, fruits de mer. Ils assaisonnaient le tout et ils mangeaient avec les doigts. Donc c'était très convivial, un acte de solidarité. C'était d'origine indienne, enfin ça venait de la part des coulis, le trempage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'influences, oui, indiennes, africaines, même européennes dans ce plat. Que je trouve un peu à l'image de toute la multiculturalité qu'on a aux Antilles. Et ensuite, ce plat, il s'est un peu répandu à l'intérieur des terres, dans les familles modestes, qui réunissaient un peu ce qu'elles avaient de la semaine comme reste, le week-end, le dimanche, pour réaliser un trempage avec tout ça en toute convivialité, en famille et amis. Voilà. Dans votre tome 2, Derrière les masques, voilà, j'ai l'impression qu'au début de votre ouvrage, et après je me suis dit, mais non, c'est même pas au début de votre ouvrage, c'est tout au long de votre ouvrage, vous peignez les stigmates de la société martiniquaise. Tout d'abord, c'est la communauté des béquets. Alors, oui. On a l'impression que les béquets, alors je ne sais pas si je peux dire ce sont des boucs émissaires, on a l'impression que c'est à cause d'eux qu'il y a cet échec économique, financier de la société martiniquaise. Pourquoi? Parce que c'est un monde à part, il ne se mélange pas aux Martiniquais, je dis entre guillemets de souche, la population noire, créole. Oui, c'est vrai que volontairement, dans le tome 1, Secret de famille, je ne parle pas totalement d'eux au cours de l'ouvrage. Ils arrivent seulement à la fin pour le scandale final. Et c'était un but de ma part, parce que c'est vrai que la société, elle évolue indépendamment de cette communauté. Même moi, j'ai grandi pas avec des béquets. Hein. Et du coup, à la fin, au niveau du scandale, lorsque ça éclate, effectivement, ça m'a amusé de confronter un peu tous les avis des différentes familles, des différentes classes sociales, pour vraiment voir l'image et l'impact qu'ils ont sur la société. Et en effet, c'est vrai qu'ils ont la main très mise sur l'économie, et ça peut créer, on a vu certains phénomènes de révolte, ce genre de choses. On peut dire que les béquets, pour faire comprendre aux téléspectateurs, les béquets, ce sont des colons blancs qui sont arrivés vers le 16e, 17e siècle en Martinique. Voilà, ce sont les descendants des colons esclavagistes. Voilà, donc ils ont gardé... Certains étaient des voleurs, n'étaient pas tous aristocrates. Hein, ils étaient de... Pas tous, il y en a qui ont été déchus, il y en a qui... Mais ils s'en sont bien sortis en Martinique. Voilà, ils ont préservé une certaine bourgeoisie, une certaine mainmise sur l'économie, et qui est toujours présente. Donc que ce soit au niveau de l'agriculture, l'automobile, l'alimentation, voilà. Ce sont les béquets qui tiennent les rênes de la société martiniquaise, enfin de l'économie martiniquaise. Voilà. Donc, impossible de ne pas parler d'eux. Alors, selon vous, si la Martinique obtient son indépendance, parce que j'avais le sentiment que vous parlez justement de son indépendance, de son autonomie, mais il y a cette crainte de prendre son autonomie parce qu'il y a cette représentation de l'image de Haïti, du pays Haïti, qui est déchu, qui ne s'en sort pas, et où la misère, la violence. Donc j'ai l'impression que vous dénoncez, dites non, pas cette indépendance pour la Martinique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, une majorité qui a peur de cette indépendance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la société martiniquaise est assez dépendante, on va dire, et c'est sûr que l'indépendance a un coût.
un coup du sang, un coup et pourquoi pas de la pauvreté. dictature. Oui, de la dictature, pauvreté. Et je pense que toutes ces images, ce que nous donnent les autres îles des Antilles, font peur. Ouais. Dans votre ouvrage, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul fil rouge, voilà, où on suit ce personnage, voilà, il y a énormément de personnages qui gravitent. Ouais. Voilà, donc on ne sait plus qui est qui. Et parfois, j'ai eu du mal à me dire, bon, alors, il parle de Flora, là, il parle de Jean-Charles, ensuite, il parle de Frédéric, de Lionel. Voilà, on sent qu'il y a cette jeunesse, il y a aussi les parents, mais ce n'était pas facile pour moi de savoir qui était qui, quels liens familiaux. Voilà, c'est assez compliqué. C'est vrai. Alors, la vie générale, c'est le premier passage, c'est le premier tome. Au bout du deuxième chapitre, c'est soit j'ai des lecteurs, soit je n'en ai pas. Et le plus souvent, ceux qui poursuivent après le deuxième chapitre du premier tome, finalement s'amusent à entrer dans chacun des foyers, et à découvrir les secrets de chacun. C'est vrai que j'ai tenu à vraiment dresser tout un tableau de la société antillaise avec les différentes classes sociales, les différentes problématiques. Et c'était impossible pour moi de me centrer sur un seul personnage qui pouvait vivre toutes ces histoires. Donc les 4 familles de la saga me semblent essentielles et toutes mes idées, j'arrive à les faire tourner, en tout cas à les insérer dans chacune de ces histoires familiales. Le tome 2, on dit que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus amené, les histoires s'entremêlent bien. Bon, c'est la vie générale, après, ça ne peut pas faire l'unanimité. Mais c'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'établir tous ces destins croisés. Il est vrai que pour faciliter la compréhension du lecteur, vous avez dressé une sorte de bible, voilà, une sorte d'arbre généalogique pour expliquer, voilà, qui est qui au début de votre roman. Oui. Alors, il faut savoir que quand on parlait de personnages, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Par exemple, il y a Flora. Voilà, Flora, c'est cette jeune fille... Voilà, elle est issue de quartiers aisés. Dans son quartier, c'est le souci des apparences qui prime. Sa mère qui est très bourgeoise. Très bourgeoise, très sur les principes. On ne parle pas créole chez elle. Et elle, sa fille, Flora, elle est beaucoup plus rebelle et contre tous ces principes. D'ailleurs, elle sort avec un gars de la cité qui chante du dancehall, c'est la musique de rue de là-bas. Et je prends plaisir à faire confronter toutes ces opinions et ces différents points de vue. Il y a même une femme, Caroline Labéqué, qui sort avec Lionel. Voilà, vous confrontez comme ça toutes ces cultures sociales, raciales. Ouais, c'est un vrai challenge pour moi de me mettre à chaque fois à la place d'un personnage. Par exemple, Caroline Labéqué, c'est vrai qu'il fallait que je rentre dans son univers, que je parle de la grande maison dans laquelle elle a grandi, son enfance, et comme elle est amenée à s'intéresser à un garçon comme Lionel, qui se retrouve être très du pays, qui a un père très rattaché à ses racines, et finalement on apprend à la découvrir, et ils se découvrent eux-mêmes entre eux, leur propre identité créole, puisque finalement les béquilles, elles composent cette identité créole. Et donc du coup, c'est un vrai challenge. Ouais. Mais c'est un challenge parce que vous vouliez montrer à travers votre roman qu'il y a une sorte d'intolérance en Martinique. On n'arrive pas à vivre avec chaque culture. On préfère rester dans notre propre communauté, ne pas se mélanger. Je préfère souligner le fait que j'ai voulu lancer un message de tolérance plutôt. Alors, c'est vrai que l'intolérance que je souligne me permet justement d'axer les axes de réflexion que je propose sur plus de tolérance. Alors que c'est au niveau racial, au niveau de communauté, au niveau des choix personnels de chacun, voilà, que chacun dévoile sa nature et accepter comme il se doit. Vos personnages dans ce roman, ils font partie d'une certaine catégorie socio-professionnelle assez, on va dire, CSP+. J'ai l'impression que vous ne vouliez pas montrer un pan de la Martinique où on parle de chômage, où on parle de difficultés pour y vivre. Enfin, voilà, vous montez le côté doré. On se croirait sur Côte-Ouest, Dallas. Les protagonistes, effectivement, n'ont pas de soucis concernant leurs besoins primaires. Ils ne cherchent pas à manger tous les jours pour vivre.
Et c'est le cas de beaucoup de la société Parce antillaise. qu'on parle quand même 40% de chômage en Martinique. Et pourquoi Oui. ça, vous mettez ça de côté? Enfin, c'est la Martinique. Et ils ne sont pas mis de côté. Ils sont quand même vus avec Flora. Il y a son père qui se retrouve à diriger un groupe de jeunes qui essayent de s'en sortir dans un centre de redressement. Et à travers le personnage de Flora qui a toujours tout eu, qui vit sur un petit nuage, qui se retrouve à descendre plus dans la réalité avec ce voyage que lui propose son père dans le côté un peu plus délabré, on va dire, de l'île. Donc je fais quand même des clins d'œil, je parle quand même de certaines choses comme celle-ci, par exemple Flora qui se retrouve, bon je sais pas si on peut le dire, cambriolée. Oui, cambriolée. Voilà, et, parce que c'est ça la trame de votre ça me permet ouvrage. d'approcher les préjugés sur la communauté haïtienne et même cette Lucienne qui se retrouve un peu clandestine sur l'île et qui n'arrange pas les chiffres du chômage et de la délinquance. Donc j'en parle quand même un minimum. Mais c'est vrai que les protagonistes, j'ai voulu qu'ils soient aptes à pouvoir réfléchir sur certaines thématiques. Donc pour cela, il fallait qu'ils aient quand même un quotidien assez respectable, convenable. Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi les conditions des filles mères, parce qu'il y a une jeune fille qui a un enfant, elle a 20 ans, voilà. Est-ce que c'est très mineure. courant? Voilà. Ah, elle est mineure, je crois qu'elle avait 20 ans. Alors, donc on la voit. Elle est d'origine cubaine. Oui. Ouais, et elle est mineure. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes mères. Et il y en a beaucoup qui vivent encore chez leurs parents. Donc finalement, ça retrouve être des enfants qui font des enfants. Voilà, c'est vrai que c'est un des aspects de la société que j'ai voulu souligner parce que... Mais pourquoi est-elle cubaine? Pourquoi pas martiniquaise? Parce que j'ai voulu amener cette touche cubaine et voilà, il a fallu que ça soit elle. Je ne pourrais pas l'expliquer, je trouvais que ça allait mieux à ce personnage. Il est vrai aussi que, c'est vrai quand vous dites haïtienne, cubaine, c'est vrai que vous montez comme ça des cultures, des nationalités qui coexistent en Martinique. Oui, finalement, il y a une... Dominicaine aussi. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des relations en fait, entre les îles. On voyage entre habitants des îles. Donc, c'est vrai que l'histoire elle est basée en Martinique, mais j'ai voulu quand même qu'il y ait des personnages d'autres îles qui amènent justement une autre couleur à d'autres aspects de la culture antillaise. C'était quand même important pour moi. C'est Noël, en fond de décor, en fond de toile. Nous savons que c'est Noël, puisqu'on parle de chanter Noël. Qu'est-ce que signifie cette période pour vous? Pourquoi l'avoir insérée dans votre tome 2, Trempage créole, derrière les masques? Déjà, tout simplement, je vais rappeler le concept de la saga, Trempage créole, qui se retrouve être la vie de ces 4 familles sur une année, donc à travers toutes les couleurs des cultures, des traditions, sur une année aux Antilles. Le premier tome était entre les mois d'octobre à décembre. Le deuxième poursuit l'année de décembre à février jusqu'au mercredi décembre, période carnavalesque. Oui. Et donc il y a effectivement quelques chapitres sur Noël et aussi sur le carnaval. Qui permettent de servir au décor des intrigues des personnages. Donc ça m'a permis un peu de retracer toute l'emblématique qu'on fait autour de cette culture religieuse, voir aussi les aspects par rapport au personnage cubain, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe en Haïti, la vision d'un peu toutes les îles sur cette tradition de Noël. Alors en parlant de religion, parfois, vous précisez, vous signifiez tel personnage. Alors, par exemple, le père athée de Yann, la religion catholique de la mère de Yann. Il y a des témoins de Jéhovah à un moment qui débarquent. Oui. Un tel est adventiste, l'autre est protestant, évangéliste. Enfin, c'est vrai qu'en Martinique, il y a cette culture comme ça du culte qui est très présent et même parfois lourd. Oui, c'est vrai. Alors, vous faites sûrement allusion à un des chapitres du tome 3. C'est vrai que je fonctionne sous forme de chapitre thématique. Du tome 2, excusez-moi. Oui. Je fonctionne sur le chapitre thématique et c'est vrai que le chapitre 3 du tome 2 est un peu axé sur la diversité des religions qu'on a aux Antilles et donc sous décor de Noël, comment chacun se retrouve à célébrer ou pas cette tradition et ça m'amusait un peu de les confronter et c'est vrai que
toutes les religions se retrouvent sur l'île. Donc forcément, c'est petit, ça se confronte, chacun pense détenir la vérité plus qu'un autre. Donc ça a été assez marrant pour moi de mettre en scène, surtout pour mon personnage de Maëlle qui sort justement avec quelqu'un qui est d'une autre religion qu'elle. Donc elle est catholique, son compagnon est adventiste, et forcément ça crée quelques conflits. Donc ils verront si leur amour est beaucoup plus fort que toutes ces convictions religieuses. Donc c'est vrai que ça... Voilà. Les dialogues sont parfois en créole, et j'avais l'impression que c'était plutôt les adultes qui parlaient en créole, et cette jeunesse dorée martiniquaise, elle, s'exprimait en français. Alors j'ai quelques jeunes qui s'expriment quand même en créole, mais c'est vrai que la plupart s'expriment en français. Oui, c'est vrai. Déjà par rapport à mes lecteurs que je veux d'ici et d'ailleurs, donc pour ne pas en mettre trop. Et c'est vrai que souvent ça souligne une certaine vivacité dans les propos, dans les confrontations, dans certains caractères. Et c'est vrai que mes protagonistes, ils sont plutôt posés, assez réfléchis. Et c'est vrai qu'ils ne se parlent pas tout le temps créole, quoi. Alors mais quelquefois. Mais pourtant, la jeunesse martiniquaise, au contraire, est fière de parler, de montrer cette culture créole, de l'avancer justement avant d'exposer en français. Ouais. À travers le livre, c'est toujours un peu compliqué d'avoir cet équilibre. Donc c'est vrai que j'ai fait parler en français alors que de façon prédominante en français, mais quand même, là où ils revendiquent quand même leur culture, c'est au niveau de leur façon de penser, de leur tradition. Ils sont quand même très rattachés à leurs racines d'une certaine façon. Après, leur faire parler plus souvent en créole, je pense que ça peut peut-être un peu gêner à la lecture. Donc c'est un choix. Après, j'essaye d'établir un équilibre que je pense efficace. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Télim, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Cartes sur table. Alexandre Télim, alors voilà, les cartes ne sont pas là. Oui. Alors, c'est simple, c'est de 1 à 5. Vous allez me dire le chiffre que vous voulez voir apparaître à l'écran. Entre 1 à 5, choisissez. Le chiffre 2. Le chiffre 2. Très bien. Alors, parfait. Le chiffre 2, nous allons parler de la Martinique. On parlait de cette violence en Martinique. Même le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a débarqué en Martinique et en Guadeloupe pour comprendre cette violence qui existait dans ces îles, dans ces départements. Et il y a cette campagne. Alors, vous revenez de la Martinique il n'y a pas très longtemps. Vous êtes, voilà. Est-ce que, on parle souvent qu'il y a de plus en plus de braquages, de cambriolages, de meurtres aussi, d'assassinats, des règlements de compte. C'est vraiment ça la Martinique, mais ça fait flipper, c'est plus une île paradisiaque. Oui, bon, c'est un peu ce que je déplore. La Martinique n'est pas que ça. C'est la Corse, numéro 2. Non, je dirais pas ça. Je pense pas qu'il y ait plus de délinquance en Martinique qu'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il y en a un peu. Il y en a qui se retrouvent dans des cas difficiles. Il y a le chômage, effectivement, et qui n'ont pas grand-chose, on va dire, pour alimenter leur journée. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a des zones de cité, mais ce n'est pas toute la Martinique. Je pense que la grande majorité vit tout à fait normalement, avec une famille aimante, il va à l'école et essaye de suivre un parcours plus ou moins classique. C'est un peu ce que je déplore avec certains médias, certains gros titres. Voilà. Parce qu'en Guadeloupe, pour aller sur l'autre île, l'île Sœur, il y avait cette campagne Déposer les armes, c'était en septembre, et puis aussi depuis le début de l'année. Alors ils expliquent qu'il y a eu 232 armes au mois de décembre à feu et près de 2500 munitions qui ont été récupérées. Ça, ils parlent uniquement du mois de décembre, et ils disent que depuis le début de l'année, il y a eu plus de 890 armes saisies par les forces de l'ordre. Alors donc, c'est-à-dire qu'on arrive à plus de 1200 environ armes qui ont été récupérées, quoi. Mais on est sur une île, quoi. Que se passe-t-il ? On n'est pas aux États-Unis. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de transferts entre les îles. Oui, c'est vrai qu'on parle de la drogue, de celui de contre les stupéfiants. Ce sont des plateformes. Après,
on constate les chiffres. Je pense que même les locaux eux-mêmes peuvent être surpris de certains chiffres. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas l'essentiel de ce qui se passe sur ces îles, comme la Guadeloupe et la Martinique. Donc on peut sortir tranquillement. On peut sortir tranquillement, je pense. Après, il y a certains quartiers, à certaines heures, une jeune fille qui se promène toute seule, bon, c'est comme à Paris, hein, il faut faire attention. Non, ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. Il est vrai que j'étais assez surprise de voir qu'à 18h, tous les rideaux de fer sont baissés, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie dans la capitale, par exemple en Fort-de-France, en Martinique, il n'y a plus de vie, tout est éteint, il y a peut-être un bar par-ci qui est ouvert, ouais. Mais je me dis, mais une capitale doit être vivante, doit accueillir, doit montrer l'attrait culturel du pays, et on ne voit rien, quoi. On s'y ennuie. C'est vrai que c'est le rythme du pays. On se lève tôt et on se couche tôt. C'est vrai qu'à 18h, il fait nuit noire. Alors, c'est vrai que si on veut un rythme parisien en Martinique, on sera vite déçu. Mais on prend aussi très vite le rythme parce qu'on se réveille plus tôt et on profite d'autres plaisirs. Il y a quand même le tourisme, il y a quand même des actions culturelles, il y a pas mal de choses à faire. Oui, la plage. Voilà. Deuxième image, alors entre 1 et 5, alors là 2, ça y est, c'est fini. Entre 1, 3, 4, 5. Le 5. Le 5. Eh bien, nous allons parler du film sur Nelson Mandela, ce biopic. Alors, est-ce que vous irez le voir à Paris? C'est déjà sorti? Bien sûr. Oui. Absolument. Quand vous avez appris la mort de Nelson Mandela, où étiez-vous en Martinique? Quelle a été votre émotion, votre ressenti? J'étais en Martinique, en effet, en plein salon du livre qui a lieu là-bas. Forcément, on y repense. Bon, on s'y attendait, plus ou moins. Il avait quand même un état de santé assez alarmant. Ça faisait un moment qu'on retraçait un petit peu toutes ses actions, tout ce qu'il avait fait, et on continuera à le faire. Donc forcément, une grosse pensée pour cet homme qui représente beaucoup, qui est assez emblématique. Un peu à l'image de notre Aimé Césaire martiniquais. Donc non, ça reste de belles références qui nous permettent de recentrer nos idées à moi et à d'autres qui revendiquent encore et toujours certaines valeurs des communautés opprimées. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Télim pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons passer au coup de cœur. Alexandre Télim, votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur, je suis désolé, je ne l'ai pas amené. Mais pas grave. Mais il s'agit d'un polar qui s'appelle La Cité des Jars, d'Indray Dayson. C'est un polar islandais que j'ai beaucoup aimé. En fait, pour tout vous dire, j'ai lu pas mal de polars en ce moment pour le tome 3, vu que le tome 2 finit sur un drame qui se passe dans la mangrove, le tome 3 aura beaucoup d'aspects assez de polar et d'intrigue. Et donc j'en lis pas mal en ce moment pour vraiment m'imprégner de cet univers. Et celui-là particulièrement m'a beaucoup plu, puisque c'est une enquête menée par un inspecteur assez haineux sur la mort d'un vieil homme. Et on y retrouve toute une cascade d'intrigues, des collections de bocaux d'organes, des photos pornographiques, même celle d'une fille de 4 ans retrouvée morte, des cadavres ensevelis sous des soubassements de maisons, et puis cet homme mort qui se retrouve être un violeur, qui a une maladie génétique rare. Donc finalement l'enquêteur qui se retrouve à aller sur les traces de ses descendants et ce qui mène d'autres éléments à l'enquête. Il y a eu un rythme assez soutenu et j'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est seulement après que j'ai appris qu'il a été primé, qu'il y a eu même un film qui a été fait en 2006. Lorsque vous lisez justement des polars, c'est le fait qu'il y ait cette description, ce suspense latent, cette histoire un peu qui nous laisse comme ça en perdre haleine. Pourquoi préférer un polar, par exemple, qu'une histoire d'amour ou que, je sais pas, une histoire KPDP voilà. Qu'est-ce qui vous rapproche plus du polar? Parce que vous l'écrivez aussi dans vos ouvrages, ça se rapproche un peu plus, ce style d'écriture, un peu plus polar. Ouais, un peu Agatha Christie, un peu... j'aime bien des fils rouges très dans l'intrigue, qu'on se pose des questions à chaque page. Ça m'ennuie, les histoires d'amour sans
juste savoir comment ça se terminera entre les deux êtres aimés. Non, il m'en faut un peu plus, un petit peu plus de punch, des énigmes. Justement, je m'amuse au tome 3 à glisser justement des indices dans chacune des familles pour élucider l'intrigue, le crime. Voilà, ça me passionne, c'est comme ça. Très bien, merci beaucoup Alexandre Télim. Merci d'être venu nous voir. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Trempage créole, tome 2, Derrière les masques, voilà, aux éditions Orphie. Merci beaucoup Alexandre. Merci Patricia. Et bien quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et puis joyeux Noël, joyeuses fêtes. Au revoir et à bientôt.